Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Service Secret, le podcast qui donne la parole à la grande muette de la restauration, c'est-à-dire la salle et finalement les secrets du service, d'où le nom. Donc voilà, c'est moi qui l'ai trouvé, donc j'aime bien en parler. Voilà. C'est important. Ouais, merci. Et donc nous découvrons dans chaque numéro un métier, un lieu et surtout une personnalité. Je spoile pas, mais là on a une très belle personnalité, un très beau lieu, on en parlera tout à l'heure. Je suis accompagné comme à chaque fois de mon fidèle sommelier, comme j'aime l'appeler, Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour. Donc Aurélien qui représente la salle, hein, lui, les gens debout. Et donc moi Sébastien qui représente les gens assis, c'est-à-dire ceux qui sont à table et qui font plein de commentaires. Et donc je vais aussi être là pour poser plein de questions que tout le monde se pose. Et que parfois vous n'avez même pas idée que nous on se pose. Voilà, donc c'est un peu la confrontation de ces deux mondes. Et aujourd'hui, nous sommes au Royal Monceau Raffles. Alors, je pense peut-être très mal. Raffles. Raffles, Il manque ok. une S. Voilà, Raffles. Sinon, c'est très bien. Ok. 37 avenue Hoche, dans le 8e arrondissement de Paris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Paris, Paris déjà c'est la capitale de la France, hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et sinon le 8e arrondissement c'est un endroit très sympa, c'est à côté de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Voilà, c'est pas trop loin de tout ça. Voilà, on l'appelle le Triangle d'Or souvent. C'est vrai. Avec les très beaux établissements et voilà. Et donc le Royal Monceau qui est un palace, ça fait quoi, 5 étoiles, c'est ça? 5 Six, étoiles Palace. 7. Oui, on attend pour la 7e. Ah d'accord. On s'est mis en liste d'attente. Et donc aujourd'hui nous recevons l'excellent Gabriele Del Carlo, qui est le directeur de la sommellerie de ce bel établissement. Donc bonjour Gabriele. Bonjour à tout le monde. Merci déjà d'avoir pensé à moi pour cette speech informelle, ludique, agréable. C'est En tout cas, exactement ça. j'espère. Voilà. J'espère, sinon ça ne sera pas diffusé. Donc si vous l'avez, c'est que ça a été agréable. Et donc alors on va faire comme à chaque fois le grand parcours de Gabriele. Ouais. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est un CV ou un guide des meilleurs établissements de Paris? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc d'abord, bon alors on l'a Est-ce que tu veux trinquer avant, juste pour Oui. Ah bah alors là, oui. Je sens, Oui, alors là, je sens que j'ai alors, déjà- Exactement. Ah oui, il a déjà un petit peu Merci. ça. Donc bon, la bulle de bienvenue. Donc Merci. voilà, Merci merci beaucoup. beaucoup à vous. Merci à toi de nous accueillir, déjà. Donc d'abord on sent. Voilà. Donc on a trinqué, donc c'est un champagne, si je m'abuse. C'est un champagne là, comme j'aime bien quand même la maison, Laurent Perrier avec Grand Siècle, itération 26. Donc c'est la dernière d'ailleurs qui a été mise sur le marché et c'est que du bon air. Hein. Ouais. Ouais, c'est très bon. Facile et très bon. Donc il ne faut pas trop se chercher. Ce que j'aime beaucoup à dire pour ce type de champagne, c'est qu'il n'y a pas d'heure pour en boire. Attention à l'abus d'alcool bien sûr, mais le champagne est fait tout le temps. Donc, Ah, c'est ce que tu aimes bien dire, toi. Exactement. Il est champagne. Et Aurélien, il est champagne. Donc Laurent Perrier, très bien, effectivement, très bon. Alors moi, je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire je sais pas trop comment on fait, est-ce qu'on doit secouer le verre, Non, qu'est-ce qu'on moi, fait moi, le j'ai dit nez. toujours, tu bois, est-ce que tu aimes? Tu aimes, on a gagné. Si Ah bah tu n'aimes ouais. pas, on change. Ouais, oui, c'est vrai. On est Bon, mais simple. j'aime bien, on va le garder. Voilà. J'aime bien. Mais il y a un petit clin d'œil, je pense que tu es assez pertinent là-dessus, c'est que par rapport au vin, le champagne ne se remue pas. Ah. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison, Gabriel? Non, je pense que déjà tu as plus d'expérience que moi, mais oui, moi, normalement on dit de pas remuer le champagne parce que les chefs des caves, tout la production, enfin tout le timing, le processus d'un champagne, ça prend beaucoup de moins pour en créer cette bulle. Et forcément, en créant un mouvement, la bulle elle part plus rapidement. C'est juste pour ça. Mais on va pas parler de technique, on Non. va parler de plaisir. Mais c'est Ouais. des petits clins d'œil qui sont importants pour le grand public. Pour le grand les public, gens qui ont effectivement, besoin de Exactement. boire du champagne. Secouez pas les verres de champagne. Donc oui, comme je le disais, tu as un très beau parcours de Gabriele. Gabriele, qui on l'entend un petit peu à l'accent, est breton, nous vient de Rennes directement. Non, Gabriele qui est italien. Exactement, Ouais. italien de Toscane. Donc, je viens de la campagne d'une jolie ville, Lucca, qui est exactement située entre Pise et Florence. Donc, le 90% des gens dans le monde connaissent et Pise et Florence, mais ne connaissent pas Lucca parce qu'il a la mauvaise chance d'être situé entre les Entre deux. les deux. Et donc, les gens ils vont voir la Pise. Donc, c'est qui ont créé leur succès sur un échec parce que bon. Oui, c'est vrai. La tour, c'est un échec, et mes chapeaux. Et Ouais. Florence, que quand même, ça reste une ville magnifique. Ouais. Et Lucca, c'est pareil, c'est dans l'esprit de Sienne, en fait. C'est une ville médiévale avec des remparts. Hein, c'est super chouette comme passage. Donc, allez voir Lucca, n'allez pas
pas voir Pise. Voilà, ça aussi le petit conseil de Gabriele. Surtout pour une tour ratée finalement. Donc Gabriele qui a commencé en Italie en tant que commis sommelier en 2008, Oui. c'est ça et donc après, tu es arrivé à Paris en 2010. Oui, en fait, en 2008, c'était le premier poste que j'ai eu Ouais. et que c'était mon rêve en fait d'arriver, d'atteindre cet endroit-là. En fait, j'ai commencé le métier, désormais ça fait un peu 20 ans, parce que c'était novembre 2024 que j'ai intégré mon premier poste de serveur avec une œil sur le vin, Oui. mais c'était une petite vinothèque, on les appelait vraiment des petits bars à vin avec 10 tables qui étaient très spécialisées dans les vins de Toscane. On avait une carte à rallonge sur tout ce qui était vin de Toscane. Et puis, les anciens propriétaires, ils étaient fous de champagne. Et à l'époque, en 2004, je crois qu'on avait une 60aine d'étiquettes de champagne, qui était quand même, pour l'époque et pour l'endroit, c'était fou. Oui, j'imagine. Et donc là, c'est là que j'ai découvert les premiers vins, que j'ai ouvert ma première demi-bouteille de vin. C'est là que j'ai démarré. Et tout de suite, c'était une explosion dans le sens j'ai découvert cette passion que j'avais commencé 1 ou 2 ans avant à sentir ces vibrations et puis c'est là j'y étais dedans. J'ai commencé à tremper dedans et ça n'arrêtait pas jamais. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, effectivement. Ah ouais. Mais petit, t'avais pas une passion pour la table? Pas du tout. En fait, je voulais devenir un chef. Je voulais cuisiner. J'ai fait mon école hôtelière. Et quand je suis sorti de l'école hôtelière, j'ai commencé à travailler dans une cuisine, dans un restaurant qui finalement, on bossait pas trop. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et un bout d'un moment, je me souviens que moi, je savais pas quoi faire et je sortais de la cuisine. Et dans la salle, il y avait cette mauvaise habitude, comme encore, on peut le voir malheureusement dans certains restaurants, de garder les bouteilles comme un peu de trophées droite à gauche pour les exposer. Et je commençais à m'intéresser, je lisais les contre-étiquettes, etc. Et à un bout d'un moment, le restaurant, il me payait mal. Et moi j'ai dit tu sais quoi, je vais prendre 2 bouteilles, alors donnez-moi du vin et tu, la négo. tu me payes avec 2 bouteilles. Ouais. Et je prenais des bouteilles tous les jours, pas tous les jours, mais je me souviens régulièrement, je prenais du vin et je dis je prends une avance et j'ai rentré à la maison, j'avais mes bouquins que j'avais commencé un peu à m'acheter et en même temps donc c'était le travail, tu avais la théorie et la pratique en même temps. Donc j'ai commencé à ouvrir mes premiers bouquins de vin et en même temps j'ouvrais les bouteilles, j'ai goûté et j'étais fasciné par ce monde alors que quand même je ne connaissais rien parce qu'en plus j'étais à l'époque en fait en Italie dans ces années-là il n'y avait pas des écoles de sommellerie, ça n'existait pas comme en France. Tu n'as pas cette préparation. La France, c'est un pays qui est excellent sur l'apprentissage de faire grandir des sommeliers. En Italie, à mon époque, ce n'était pas du tout le cas. Dans l'école hôtelière, on faisait soit hébergement, soit la salle, soit la cuisine. Et dans la salle, je pense qu'on a dû voir une dizaine de fois toucher le sujet vin. Donc, en fait, non, le vin, ça n'existait pas. Et ça reste aujourd'hui un métier, le sommelier, qui en Italie n'est pas reconnu au niveau national. Donc, sur ta fiche de paye, il n'y a pas écrit sommelier. Et je sais que Messie Vaccarini, un des plus grands et célèbres sommeliers italiens, c'est d'ailleurs, je crois que c'est le premier ou le deuxième italien à avoir gagné le meilleur sommelier du monde, le championnat, qui se bat encore pour essayer de faire reconnaître ça. Ouais. C'est incroyable. Ah oui, parce que c'est quand même un pays de vin, l'Italie. Donc, oui. Après, c'est vrai que c'est des métiers, même aujourd'hui, on commence un petit peu à comprendre ce qu'est le métier de sommelier. Quand on l'a commencé il y a quelques années, tu le dis très bien, Gabriele, c'était les prémices du métier. On ne savait pas si on allait garder les écoles parce qu'on ne savait pas si ça intéressait des gens. On apprenait dans les restaurants. Enfin, moi, je sais que quand j'ai travaillé chez Bocuse, ils me disaient les sommeliers, c'est un serveur qui a voulu ouvrir des bouteilles. Et en fait, c'est fou de le voir comme ça et voir aujourd'hui que le métier de sommelier fait vibrer beaucoup de gens. Je reviens sur ton parcours, Gabriele. Je suis assez fier de toi sur ces titres incroyables. 2 fois meilleur sommelier d'Italie. Oui. Mais oui, je suis quelqu'un j'adore le challenge.
Et dès que j'ai senti cette explosion de passion envers les vins, j'ai eu aussi la chance d'être accompagné par des personnages qui faisaient partie des associations de sommellerie en Italie, qui tout de suite ont vu un jeune qui avait l'agnac, et ils m'ont dit mais il faut que tu te mets à réviser, il y a les concours, etc. Donc tout de suite, je dis, j'avais quasiment rien. Moi à l'école c'était toujours une cata. J'ai jamais été redoublé, mais j'arrivais jusqu'au bout et j'arrivais à passer à l'année de suite avec le minimum indispensable. Toujours. C'est bon ça. Et j'ai trouvé une passion même à commencer à étudier les vins. Et j'ai consacré énormément de temps parce que pour arriver à ces concours-là, quand même, c'est beaucoup d'engagement. Et petit à petit, effectivement, avec la première chose, en fait, que ce monsieur-là, qui était le responsable de ma région en termes de cette association de sommeliers d'Italie, il m'a dit, en tout cas pour gagner des concours, il faut aller. Les gens qui gagnent ces concours, c'est des gens qui travaillent dans des grands restaurants, parce que ça ne sera pas dans un petit bistrot à Lucca qui tu auras accès aux plus grands flacons. Et en tout cas, si tu ne connais pas les grands vins, c'est compliqué. Tu ne pourras pas avoir une expertise, avoir une connaissance. Et tout de suite, j'ai dit, ok, moi je veux. Mon rêve, j'avais en 2004, donc 20 ans, et je dis, je vais aller travailler dans un restaurant une étoile Michelin. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était mon rêve, je voulais aller travailler dans un restaurant une étoile Michelin. Et après, j'ai eu ce parcours, j'avais commencé à voir effectivement les prouesses que Enrico Bernardo avait fait. Et je me souviens, moi je lui avais écrit une lettre, je lui avais envoyé, lui il venait de quitter le Georges V et il était parti à Villamadi à Cassis, et je lui avais écrit une lettre pour dire que je l'admirais, que j'aurais voulu travailler avec lui pour apprendre, etc. On rappelle que Enrico Bernardo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand chef sommelier, meilleur sommelier du monde, qui travaillait au Georges V avec Éric Baumard. Donc quand toi tu as eu la chance d'y aller aussi dans cette belle institution. Voilà. Ouais. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai travaillé toujours à Lucca. C'était plus dans le petit bar à vin, mais c'était toujours la même boîte avec un restaurant un peu plus gastro, disons. Et avec un de mes meilleurs copains, on s'est dit pourquoi on n'irait pas voir un Enrico Bernardo? J'avais pas eu de réponse. Je dis, tu sais quoi, comment on dit, si c'est pas la montagne qui va chez Mahomet, c'est Mahomet qui va à la montagne. On dit ça chez moi. Et donc, j'ai appelé le restaurant et j'ai dit, je vais faire une réservation, je vais venir. Par contre, je viens si M. Bernardo est là. Donc oui, il sera là sur ces dates, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, donc c'était 2006. On n'avait pas un rond avec mon ami, donc bien évidemment c'était compliqué. Et on avait mis avec les tips à côté l'argent juste pour pouvoir manger, avoir le restaurant et tout, mais on n'avait pas pour l'hôtel. Donc on s'est dit, bon, c'est pas grave, on dormira dans la voiture et puis on répartira le lendemain. Je dis, on va être crevé, c'est pas grave, on va le faire. Et donc on part le jour, on est super excité, etc. Trajet, on arrive à Gênes. Et j'ai un coup de fil bizarre, plus 33, je dis, ça sent anguille sur roche. Et effectivement, Bernardo, il y avait un problème, il restait à Paris. Et donc, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'était le moment. Et je dis, tu sais quoi, allons en Milan. Et à l'époque, il y avait un autre sommelier très réputé qui travaillait chez Cracco. Et Cracco, c'était une star un peu, si vous voulez, de la télé, Philippe Etchebest, donc un grand chef autoritaire, etc. Et on a réussi à trouver une table là-bas. Moi, je me suis présenté à ces sommeliers. On a fait une très belle soirée. Et je dis, moi, j'aimerais bien arriver à travailler dans un restaurant comme les vôtres, etc. Et il me dit, ok. Là, je crois que c'était juin. Il m'a dit, fin août, tu démarres. Ah ouais. C'est génial. Ouais. On est sorti du restaurant, on était pliés à la fin. Il y a le chef qui s'est posé avec nous et le chef sommelier. Ils nous ont ouvert je me souviens encore, une bouteille de Dom Pérignon. On était des gamins à l'époque. Ils nous ont offert ça. En fait, on a fait une sorte d'entretien fin soirée à table avec des grammes. Donc c'était quand même, tout le monde était heureux. Et donc c'est grâce à ta personnalité, ton culot, qu'ils ont dit, tiens, on va lui donner sa chance. Je sais pas, mais en tout cas, ils m'ont donné ma chance. Enfin, ils donnent pas la chance à tous les gens qui finissent s'asseoir avec eux. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis rentré à Lucca et je dis à mon père, finalement, peut-être que j'ai trouvé un travail. Je voulais aller en France, mais finalement, on est à Milan et c'est un des étoiles Michelin.
Donc, je dis, bon voilà. Et c'est comme ça que j'ai t'as enfin débuté. franchi cette porte de la gastronomie de luxe Mhm. en Italie. Et j'ai commencé chez cette expérience que, d'ailleurs, ça reste quand même la pire expérience de ma vie. Ah. Parce que c'était Ah bon ouais, c'était une catastrophe. C'était des personnes. C'était encore en. Comment on peut dire pour rester toujours assez poli, mais c'était la très vieille manière De travailler. de travailler. Oui, à Donc, l'ancienne. tu te faisais. Mais là, c'était. Maltraité. C'était Ouais. au-dessus de l'ancienne, ouais, c'était Ok. au-delà, c'était vraiment des insultes, machin. Ah ouais. Et la personne que moi j'admirais, il a vu un gamin qui je m'inspirais de lui. Lui était Mm. les meilleurs sommeliers d'Italie, le plus jeune depuis toujours. Mhm. Et moi je disais, ah, c'est incroyable ce mec. Et bon, il a envoyé, et chaque fois, son plaisir, c'était de m'humilier devant les gens. Posant des questions, Ah ouais. des concours, tu vois, t'es bon à rien, tu gagneras jamais rien, etc. Devant les clients. Non, non, pendant Ah. nos repas Ouais. de Ah, avec d'accord, le ok. personnel. Ouais. D'accord. Donc, il adorait mettre en avant son savoir. Moi, j'avais 24 ans, 23 ans, un truc comme ça. Et là, et j'ai vécu vraiment des choses. Je n'ai eu un bon petit moment pour. J'ai fait que 6 mois. Ouais. Et bien évidemment, moi, j'ai toujours gardé dans moi le rêve, c'était l'Enoteca Pinchiori. L'Enoteca Pinchiori, c'est comme pour aujourd'hui un gamin, tu vas à Euro Disney, D'accord. ou pour un sommelier, tu vas à l'Enoteca Pinchiori. Mhm. 3 étoiles Michelin, probablement la plus grosse collection des vins français au monde pendant une dizaine d'années. Ah oui Entre bien sûr. 90 Elle et n'était pas en 2000. France, la plus grande collection de vins français? Non. Non, ce Elle qu'il était en avait. Italie. Là-bas, Bah, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'était le rêve de tout sommelier français, étranger, d'aller bosser là-bas. Et les places étaient très, très prisées. Moi, je sais que tu en fais partie. Et j'ai un autre copain qui l'a fait. Et ça reste des moments magiques. Bah, en fait, à l'époque, j'ai intégré l'équipe, nous étions 9 sommeliers. Et bon, forcément, aujourd'hui, le contexte a changé. Mais à l'époque, il y avait vraiment que des top en tout cas des sommeliers, des purs sommeliers qui voulaient faire qu'on a ambition. Il n'y avait que ça. Et, ben, en fait, tous les jours, enfin, quand je descends à la cave, j'hallucinais parce que j'étais dans mes études, plein des études, là, dans les concours, hein, et genre en Bourgogne, il n'y avait pas de village. Donc, Meursault, Poligny, Chassagne, non, on ne prend pas les villages, il n'y a que des premiers, au moins c'est primés crus. Et par exemple, je te dis une connerie, Krug, il n'y avait pas de grands cuvées. Donc, on démarrait avec millésimé, collection, Ménil, Ambronay, on ne prend pas le aujourd'hui, c'est redimensionné. Oui, Ouais. ils ont revu un peu. Ouais, ils ont revu. Mais parce qu'à l'époque, c'était vraiment. Il y avait 120 000 bouteilles à la cave, on avait 4 500 étiquettes, et tous les soirs qu'on avait sur Terre un service, mais c'est Pinchiori, avant le service, il a envoyé un sommelier à choisir une bouteille, et tous les soirs, on goûtait à l'aveugle une bouteille. Là, il n'y avait pas de boîte qui payait derrière, hein, c'était son argent à lui. Ah oui. Moi, en 2008, on avait reçu tous les 2005 Bordeaux primaires. Et tous les soirs, on ouvrait un Château Margaux, un Lafite, Château Pétrus, avec l'argent du patron. On goûtait tous les soirs c'est smart, que ça, des grands vins. Ouais, c'est très smart. Et une chose, oui. une autre chose fou, et les quantitatifs qu'on avait dans la cave, c'était hallucinant. Un jour, on avait ouvert un Cheval Blanc 82, il y avait des principes d'oxydation. Pendant une semaine, tous les soirs, on ouvrait un 82 Cheval Blanc pour voir si c'était un lot, si c'était une seule bouteille, si c'était le bouchon. Et si c'était le cas, lui, il aurait pu, effectivement, il y avait des stocks conséquents. Par exemple, je sais pas, mais il a envoyé dans son restaurant à Tokyo, dispatcher ses dédouanés d'un parti du stock, etc. C'était vraiment dans... Lui, c'était probablement un des premiers visionnaires du vin, parce qu'il a fait des achats fous pour l'époque qu'aujourd'hui... par exemple, probablement c'est le premier qui a découvert un riz jaillé. Je suis rentré en 2008, il y avait des palettes de jaillé partout. Il offrait des crocs parentaux dans les années 90, il les offrait pour Noël aux employés. Il y avait des employés qui, 10 ans plus tard, ils se sont retrouvés des bouteilles à plusieurs milliers d'euros parce qu'ils ne les avaient pas calculées. Ouais, bien sûr. Mais, non, Henri Jaillet, c'est un grand vigneron, qui est aujourd'hui décédé. Il fait partie des précurseurs en Bourgogne, grand vigneron à Vosne-Romanée, et qui faisait des vins qui étaient souvent
suivi dans sa mentalité, dans sa façon de travailler les vins. Et quand tu as la chance de goûter une bouteille, moi j'ai eu la chance au Taïwan de goûter une de ces bouteilles en 2005, ça remonte quand même quelque peu. Mais comme tu dis, Gabriele, c'est d'avoir ça en cave, ça montre le potentiel d'achat et puis d'avoir l'accessibilité à ces bouteilles, parce qu'on parlait d'allocation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des stocks de vin qui sont alloués à un restaurateur ou à un chef, ou peu importe, mais voilà, c'est des bouteilles qui sont très prisées, presque parfois trop spéculatives. Mais voilà, ce que disait Gabriele, c'est que c'est des domaines qui sont mythique et endémique. On fait un petit bond en avant sur toi, ta personnalité, de ce que tu as pu vivre dans l'expérience. Tu as quand même un parcours qui est assez exemplaire, comme disait Sébastien, quand on voit ton CV, on voit plein de beaux établissements. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais il y a le Georges V. Voilà, tu as performé à chaque fois. Tu as su rebondir à travers aussi le confinement, comme parfois on n'en parle pas assez, mais a beaucoup marqué les esprits et les gens. Aujourd'hui, toi, Gabriele, dans qui tu es en tant que sommelier, est-ce que tu te sens épanoui dans ce métier? Est-ce que tu as fait des bons choix? Voilà, ça fait 2 questions, mais je te laisse... Oui, oui, je suis épanoui dans mon métier et je pense que oui, j'ai fait des bons choix. Certes, pendant tout un parcours, en 20 ans, parfois tu te loupes. C'est toujours important Enfin, je pense que voilà, aujourd'hui, à 40 ans, on ne prend plus les risques, en fait. Si tu bouges, il faut savoir qu'est-ce que tu fais et pertinemment. Mais si j'en suis là, je pense que j'en dois beaucoup quand même à mes 2 années et demie que j'ai passées à Florence. Parce que moi, j'ai dit toujours aussi à mes sommeliers, les concours, c'est très très bien. Et pour moi, c'était une achievement, comment tu dis, un accomplissement. Un accomplissement, parce que je voulais montrer que j'étais bon en quelque chose. Je voulais montrer que je pouvais être le meilleur dans un contexte particulier, le faire. Et j'ai adoré faire ça. Mais j'ai dit toujours, si aujourd'hui j'ai eu ce parcours, c'est pas parce que j'ai gagné le meilleur sommelier d'Italie. Hein. Aujourd'hui, je pense que la mentalité de Messie Pinchior est sur comment on gère une cave. On est des gestionnaires. Et moi, aujourd'hui, je suis un gestionnaire, mais pas de mon argent, parce que je travaille pour quelqu'un. C'est là que j'ai cette optique. Donc, nous sommes là pour donner plaisir aux clients, faire des cartes de vin, mais il ne faut jamais oublier que nous sommes payés par une boîte et il faut qu'on travaille dans une manière pour que notre travail puisse être rentable. Et donc, nous ne sommes pas là pour vendre les vins qu'on a envie de vendre en une soir, hein, parce que j'ai envie de goûter ces vins plutôt qu'un autre, alors qu'on sait par exemple qu'on n'a que 3 bouteilles, c'est une allocation particulière, hein, on ne va pas la toucher ça. Par contre, à côté, il y a d'autres vins qui sont un peu plus depuis longtemps dans la cave, il faut faire un tourner. Ça, c'est notre travail. Ça, il faut que le sommelier qui est employé dans un restaurant ou dans un hôtel et qui n'est pas patron. Tu es un sommelier patron, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Mais quand tu n'es pas le patron, je pense qu'il faut montrer à ton propriétaire que tu travailles dans le bon sens. Et quand tu fais ça et qu'il y a des résultats, c'est beaucoup plus... Tu peux avoir plein de choses parce que tu montres que tu fais le boulot pour lequel tu es payé. Après, quand je suis arrivé au Georges V, moi, je me souviens... Donc tu es resté combien de temps au Georges V? Parce que tu es resté... J'ai fait 10 ans en 10 total. ans quand même, ça forge un homme. Hein. J'ai fait 5 ans au 5, au gastro. Après, je suis parti 1 an et demi pour la réouverture du Ritz. Et je suis revenu en 2017. C'était mon premier poste de chef sommelier avec Simone Zanoni au Georges. Oui, tu as fait parler de toi à ce moment-là très très fort, je me rappelle. Et je me souviens que quand je suis arrivé au Georges V, la première fois qu'on me montre la cave, je descends. Et je dis, c'était Florent Martin, notre très grand sommelier en France, qui me montre la cave. Et je me souviens qu'il me fait, ouais, ça c'est la cave du Georges V, etc. Et moi j'ai fait un petit tour, j'ai commencé un peu à regarder droite à gauche. Et j'ai dit, mais il y a une autre partie. Il fait, mais non, c'est ça, pourquoi? Et donc je dis, ah non, rien. Mais quand j'étais sorti de Florence, la cave de Florence, l'Enoteca Pinchior, c'était, je sais pas, mais ça devait être, probablement c'était 600 mètres carrés, c'était un sous-sol, et c'était pas cave, parce que c'était un espace de vie, mais qu'il y avait des casiers partout.
la beauté de la cave du Georges V, c'est qu'elle est creusée dans la craie. C'est une ambiance sombre. C'est une vraie cave. Mais niveau quantité de bouteilles que je voyais, je disais, mais il y a un autre endroit. C'est moins impressionnant que ce que tu avais connu. Oui, mais après, bon, forcément, les plus grandes bouteilles que j'ai eu la chance d'ouvrir et goûter, et, bon, le 80%, c'est le Georges V. Parce que quand même, la clientèle qui passe de Paris n'est pas celle qui passe à Florence. Et le reste, ça reste l'Enoteca Pinchiori. Malgré ces bouteilles, cette quantité exorbitante de bouteilles impressionnantes, tu avais beaucoup plus de facilité à ouvrir les grandes bouteilles à Paris. C'est normal. Oui, bien sûr. Ouais, tu as une énorme clientèle. Ouais. Tu disais que Gabriele il a fait beaucoup de parler de lui quand il était arrivé au Georges V. Alors on a parlé de meilleur sommelier, on parle bien faire parler de soi quand on est sommelier. Moi qui y connais rien, qu'est-ce qui fait que d'un coup on est un bon sommelier, un très bon sommelier? Parce que pour moi un sommelier c'est quelqu'un qui va savoir accorder le plat avec le vin, qui va savoir reconnaître par exemple le vin. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est un très bon sommelier? Parce qu'a priori tous les sommeliers, si on fait bien son travail, on parle de la même chose à peu près. C'est quoi la différence? Bon, je pense qu'on a commencé un peu à parler de moi parce que quand je suis rentré au Georges V, c'était le directeur général, l'ancien directeur général José Silva qui m'a embauché parce qu'il m'avait déjà connu avant que je quitte quand j'étais au 5. Et il m'a dit, Gabriele, ta mission c'est de construire la plus belle collection des vins italiens en France. Et donc c'était une sacrée mission, ça. Ouais. Et donc, avec tout de suite, l'entente avec Simon et le chef s'est passée et on travaillait vraiment en duo pour fidéliser une clientèle. Et petit à petit, on voyait l'évolution sur les vins. Et au début, je me souviens, en 2017, moi, c'était une catastrophe. La clientèle, elle venait, il me disait, mon petit, moi, je vais boire mon Chablis et mon Châteauneuf du Pape. Ça, c'est textuel. Il y a des choses que tu n'oublies pas. Et moi, je dis, mais... on a fait une super carte de vin italien, mais moi je suis à Paris, je vais boire mon Chablis et mon Chardonnay. Je dis, mais vous venez quand même, malgré tout, vous êtes dans un restaurant italien, donc il y a quand même un lien. Et donc voilà, au début c'était comme ça. L'ancien sommelier était parti, et moi j'ai repris la place le seul sommelier de l'équipe en 2017, donc j'étais tout seul. Et petit à petit, les vins italiens a pris sa place au Georges V dans une manière assez exponentielle. Nous, sur une année, on a doublé le chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant sur les ventes de vin. Et donc, j'ai commencé un peu à dire, ok, mais voilà, je suis bon. En fait, voilà, c'est ce que je me suis dit. Ça c'était Florence. C'était la vision d'entrepreneur, même malgré que j'étais tout seul et que quand même j'étais côtoyé par toute l'équipe de salle qui faisait le boulot sur les vins en verre, etc. Mais on commençait vraiment à carburer avec beaucoup de couverts, mais il y avait un seul sommelier qui courait, c'était moi. Je courais et j'allais chercher les bouteilles en bas et toute l'équipe m'aidait à s'occuper des clients pour les resservir, pour servir les vins en verre, etc. Et donc quand j'ai fini l'année, j'ai dit, bon là, donnez-moi les moyennes parce que on vous a prouvé qu'on peut faire bien. Le restaurant a la capacité de faire des gros progrès. Par contre, tout seul, c'est pas possible. Et donc, petit à petit, il y a eu une équipe. On a augmenté. À un moment, avant que je parte, avant Covid, on avait 600 000 euros de vins italiens achetés. On avait 7-8 000 bouteilles de vins italiens. Donc, commençait à être une carte très très belle. Et je me rappelle que aussi, tu avais donc tous les grands vins italiens que tout le monde rêve d'avoir dans sa carte. Et tu avais aussi intelligemment trouvé des jeunes talents italiens, c'est-à-dire que tu as réussi à aussi avoir une carte assez dynamique, jeune, de nouvelles tendances italiennes. Et je trouve que c'était assez pertinent parce que tu aurais pu rester dans un lieu comme ça sur des grands classiques ou des grands noms ou des deuxièmes meilleurs noms, mais tu as quand même eu des vins où je me rappelle, j'avais goûté un vin, je dis tiens, je t'envoie la photo. Et tu me dis, oui, mais bon, ça fait 2 ans que j'ai la carte, tu vois. Enfin, c'était fou. Pas dans cette manière, plus élégamment, je t'avais évidemment. Non, mais dans l'esprit où, non, mais tu m'as dit élégamment, oui, j'ai déjà goûté, on l'a, et je dis, putain, ouais, c'est pertinent, moi qui pensais avoir fait une découverte. Mais en fait, on a commencé, à cette époque, on a commencé à mettre en avant le Sangiovese et le Nebbiolo. Aujourd'hui, ce sont 2 grands cépages toscans, le Sangiovese et Nebbiolo en Piémont. Moi, j'ai pris le Georges quand il y avait l'explosion de la Bourgogne. En
les prix ne cessaient pas d'augmenter, c'était compliqué de vendre ces vins. Et on a commencé à dire, tiens, ils ont des profils, ces deux cépages, ils ont des profils qui se rapprochent de la Bourgogne de par leur élégance, même les robes, elles sont toujours assez claires, elles ne sont pas très riches en termes de coloration. Donc, on a commencé à travailler sur ça. Et en même temps aussi, il y a eu cette explosion en termes de qualité, des rapports qualité-prix et des prouesses que les vignerons italiens ont commencé à montrer. Et c'était gagnant-gagnant. Parce que vraiment, ça, je l'ai vu à partir de 2018. D'accord. 2017, compliqué encore pour les vins italiens. Et petit à petit, avec aussi la communication, on a commencé à utiliser un peu Instagram. Et je pense que ça aussi, ça a apporté la petite pierre à l'édifice. Et petit à petit, c'était un succès. Désormais, les gens, ils ne voulaient plus les vins français. Ils venaient parce qu'ils savaient qu'il fallait venir boire des vins italiens. Ah, puis aussi avec Gabriele, parce que tu parles d'Instagram. Oui. Une belle réussite, Instagram. On n'est pas que sommelier, on est aussi un peu influenceur là. Non, j'aime pas du tout ça. Influenceur, j'aime pas du tout ces mots-là parce que vraiment, moi, j'ai commencé ça pendant le Covid parce que j'étais à la maison, j'ai m'ennuyé comme la plupart de gens et donc j'ai dit bon, commençons à faire parler un peu de vin, mais vraiment je ne savais pas trop quoi faire. Donc à un moment j'ai lancé un site internet pour vendre des vins très peu présents sur le marché français, des vins italiens bien évidemment. Et c'était... certes, il n'y a personne qui lance un business pour perdre de l'argent, mais je me suis dit, c'est même pas pour gagner de l'argent, c'est pour créer du contenu. Donc, comme j'ai investi une jolie somme à l'époque, et moi, j'avais négocié avec les vignerons qu'ils puissent m'envoyer 1 ou 2 bouteilles offertes pour que moi, je puisse les ouvrir, faire quelques vidéos. Et donc, tout le monde a joué le jeu. Et ça m'a aidé un peu à lancer la communication sur Instagram. Et puis, petit à petit, ça s'est fait tout seul. Ça s'est bien fait, parce que du coup, si c'est Covid, c'est il y a 4 ans, presque 5 ans. 4 ans. Oui, 4 ans, 2020. Et là, il y a une de tes vidéos qui a fait 104 millions de vues. Ouais, c'était drôle ça. Oui, c'est drôle, oui. C'est énorme surtout. Ça a quoi, 139 000 followers, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Et 104 millions de vues. Alors évidemment, allez voir, on mettra bien sûr ton Instagram pour notre épisode. Mais alors fierté, ah oui, ton nom sur Instagram c'est Del Carlo Officiel. Del Carlo Officiel. Ouais. Voilà. Je sais pas pourquoi ça. Ça fait sérieux déjà. Je sais pas pourquoi ça d'ailleurs. Il faudrait demander à Anton. Et 104 millions. Alors la vidéo est impressionnante parce qu'effectivement, on va te laisser peut-être expliquer cette vidéo. Mais je crois que j'avais vu un jour, j'avais vu une vidéo passer. Et il y avait une bouteille de champagne qui était beaucoup plus cintrée. Il y avait que le col de la bouteille et il y avait un jet d'eau glacée. Mais tout était au ralenti. Et ça, j'avais adoré. Et on voyait vraiment l'eau, genre bromisée, on dit non. Et on voyait les petites gouttelettes qui arrivaient sur le goulot, qui était bien évidemment, on avait retiré la coiffe, donc la petite papier autour, et qu'au contact, il pétait ces bouchons. Mais je sais même plus, je crois que c'était même pas sur Instagram. J'avais vu comme ça. Et à un bout d'un moment, j'ai vu qu'il commençait à avoir dans certains restaurants des jolis pinces à Porto. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter ça pour faire ça. Ah, pour faire ça, tu l'as fait exprès? Ouais, c'est marrant ça. Et donc, j'ai commencé, on a fait un test, et c'était Benoît, c'est moi qui aujourd'hui, il est encore mon adjoint, désormais, ça fait plus de 4 ans qu'il travaille avec moi. Et on faisait des essais dans la cave. En plus, j'avais peur au début, parce que... c'est dangereux. C'est très dangereux. Je sais pas, j'ai peur qu'il explose, il va me dériver dans ceux qui voient la vidéo, le tentez pas. C'est quand même assez dangereux. 5 barres de pression, une bouteille de champagne qui explose, c'est dangereux. Donc il faut quand même être aiguisé pour faire ce genre de choses. Et donc, au début, j'ai fait quelques essais, j'ai testé, mais je mettais l'eau glacée, mais toujours avec un geste que tu recules, c'est pas beau. Et on en avait posté 1 ou 2, ça n'avait pas trop marché. Après, je n'ai posté une 3e qui avait très bien marché, parce que la 3e, on avait fait, je crois, 40 millions. Oui, c'est ça. Et puis, on avait fait avec de la com à l'hôtel, c'était encore au Bulgarie, et on avait fait la dernière qui est vraiment cartonnée, on avait fait énormément d'essais. Et à l'époque, cette fille était partie. Et apparemment, quand je demande de récupérer les vidéos, il fait non, mais ils ont vidé leur portable, etc. Et je dis, mais comment ça? Il y a tous les vidéos. Et donc, non, mais là, c'est vraiment. T'as failli perdre cette vidéo? Oui, parce que je les demande à l'IT. Ouais. Je me souviens plus comment s'appelle la fille. Elle était très gentille. Je dis, tu peux regarder sur le portable de la fille de la com? Elle est partie, ils lui ont vidé, mais s'il y a moyen de récupérer les vidéos. Ouais.
Et donc je dis bon, une semaine après, il dit regarde, je t'ai envoyé, j'ai récupéré. Et je récupère, donc je fais un montage et je me souviens, c'était aussi le moment qu'il y avait Stranger Things 4, la dernière saison, qui était sortie, et il y avait la chanson de Bash, la fille des années... C'était notre année en 84. C'était une reprise... qui a été repris par les Placebo. En tout cas, c'était une chanson qui était partout parce que Stranger Things, c'était un succès mondial. Et on entendait non-stop cette chanson. Et je dis, tiens, je vais mettre ça comme chanson. Et on avait essayé de la lier bien au moment les bouchons ils pètent. Et puis, pareil, ça démarre doucement. Et un jour, je commence genre 100 000 et tu réfléchis et tu vois 250. Ah ouais. Et après, et là, dans la semaine... une semaine a fait 70 000 followers sur une semaine. Ah oui, t'as pris 70 000 followers pour cette vidéo. Je me souviens, la journée, j'étais chez des copains, la journée de dimanche, et mon portable, il y avait encore toutes les notifications, j'arrivais pas. Et quand j'ai réfléchi, et quand tu faisais pour rafraîchir, l'historique, c'était 3 minutes. Parce qu'il y avait énormément de notifications que tu pouvais pas. Et tu scrollais, et après tu pouvais plus regarder par derrière parce qu'il y avait trop d'engouement. Ah bah oui, il y a trop d'engouement. Donc oui, ça c'était. Mais après, aujourd'hui, c'est devenu. Après ça, il y a eu un gros moment de stagnation. Probablement l'algorithme. En parlant avec des gens du métier, ils ont dit, ils pensent que c'était quelque chose une explosion comme ça, c'est compliqué. Et là, ils t'ont mis un peu un stand-by. Et moi, j'étais arrivé, je crois, j'étais à 123 000, 125 000. Et tout d'un coup, pendant 1 an et demi, moi, j'ai constamment perdu. Ah ouais. J'étais tombé à 119. Donc, il y a 1 an et demi, j'étais à 119. Ah, des gens se désabonnaient même. Oui, mais c'est courant ça, parce qu'à un bout d'un moment, quand des gens, tu vois un truc que tu t'abonnes parce qu'il est sympa, et, il parle d'un sujet qui t'intéresse, et puis parfois tu commences à tomber toujours sur la tronche d'un mec qui dit ça m'intéresse pas, tu te désabonnes. Et là, je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup un écrémage de gens qui s'étaient abonnés parce que c'était drôle, et puis il n'y avait aucun intérêt à regarder ce que j'ai proposé. Et donc, c'était très démotivant parce que moi, j'ai quand même jamais arrêté de continuer le travail. Et quand tu vois que, parce que ça prend du temps, une fois par semaine, tu as 1h30 de penser, de préparer des choses assez bien faites, tu essaies de faire des parce que il y a un petit peu de tout, c'est assez accessible d'ailleurs, c'est assez rigolo aussi, parfois très sérieux, il y a plein de choses sur ton Instagram. Donc ça te demande beaucoup de travail, effectivement. Oui, et donc là, quand tu vois que tu travailles pour quand même, ça t'apporte des followers. Pour perdre, voilà. C'est émotionnant, mais après, petit à petit, ça répartit. Mais après, tu gagnes en gens qui sont plus précis. Bien sûr, oui. Qui sont là pas pour le fun, mais pour tes conseils, je trouve que tu es vachement accessible dans tes vidéos et ça c'est important aussi. Oui, c'est un ton qui est très différent des autres sommeliers. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment ce que je propose parce que, et c'est vrai, sans aucune grosse tête, mais j'aime pas. C'est vrai, j'ai la chance d'avoir accès au plus grand vin du monde, souvent dans certains contextes, mais j'aime bien parler du vin comme si c'est très facile, tu vois. J'ai pas, en tout cas, parler des terroirs précis. Il y a des contextes où tu peux le faire et tu mettre en avant ton savoir. Mais combien de personnes vont capter ce que tu racontes? Personne, je te dis. Donc, je pense que la chose la plus sympa, c'est de pouvoir un peu transmettre ce que tu ressens en goûtant un des plus grands vins du monde, que eux, du moment qu'ils ne sont pas du métier, ils pourront peut-être jamais le goûter, mais avec des choses claires et genre peut-être qu'ils peuvent s'imaginer de pouvoir goûter le vin c'est vrai. À travers moi. Je sais pas, je non, vais pas aller trop loin, parce qu'on on a déjà parlé à ce micro, mais le côté sommelier qui va donner énormément d'adjectifs, qui pour moi qui connais pas grand chose, qui suis client, tu dis pour moi ça correspond pas au vin. Par exemple, quand tu dis là c'est quelque chose de très minéral. Pour moi, le minéral, c'est l'eau minérale. C'est pas un vin. Donc, tu dis ça, c'est un terrain comme ci, comme ça. Oui, d'accord, mais donc en fait, ça complexifie. Parfois même, quand t'es client, tu dis, est-ce que vraiment je mérite de boire ça parce que je pense que je vais pas tout capter. Non, effectivement, parler simplement, ça permet de rendre accessible. Il faut rendre ce sujet. Il faut sortir du tabou et parler et donner les sensations les plus fréquemment ressenties dans la bouche, parce que
le métier, quand même, c'est assez complexe. Parce que au début, ce qui est très difficile, c'est de trouver les parfums. Tous les sommeliers, moi, je me souviens, je passais les journées avec un verre à le faire tourner et mettre le nez dedans. Et je sentais rien. Après, quand tu commences à capter, c'est un exercice, c'est comme devenir Comme un sportif, footballeur, voilà. D'accord. Quand tu commences à t'entraîner ça, après, c'est les sentis dans la bouche. Et les vins, pour comprendre les grands vins, ça se passe dans la bouche. C'est les sensations, c'est le côté soyeux, donc la douceur qui peut t'apporter un certain vin, plutôt que le côté minéral que tu sens, en fait, ta langue, sur la pointe de la langue, quand ça picote un peu. Ça, c'est l'énergie du minéral, du sol. Ah, ça, c'est le minéral, ça. Oui, exactement. D'accord. Mais avant de les maîtriser toutes, c'est ça le plus gros du travail. C'est un exercice de style, oui. Je pense on va goûter le vin, donc une bouteille de vin à l'aveugle. Ce qui va nous permettre justement de rentrer dans l'émotion tout de suite, Voilà. sans être trop technique. Mais Transition donnée sur la dégustation. Exactement. Et nous cherchons donc la bouteille qui ne doit pas être très loin. Donc c'est une bouteille à l'aveugle. On va déguster dans des jolis verres Riedel dont nous sommes partenaires. Donc, Donc j'ai montré le Riedel ici, du coup, sur celle-là qui filme encore. Du coup, en attendant, on va te faire une petite question, enfin 1 minute où tu vas répondre. La minute sommelier. Ah, tu vois. Alors, la minute Gabriele. La minute Gabriele, alors là, il faut répondre du tac au tac. Ok. Là, c'est le coup de feu. Hein. C'est le coup de feu. C'est le coup de feu d'Aurélien. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Allez, ça part. Restaurant bistrot ou restaurant gastro? Bistrot. Bar à cocktail ou bar à vin? Bar à vin. Service du midi ou service du soir? Service du midi. Pourquoi? Parce que je commence à avoir la chance de pouvoir quitter un peu plus tôt, avoir mes soirées. Et dans le métier, je pense que c'est... Là, j'ai 40 ans, j'ai fait pendant effectivement plus de 20 ans les services du soir, qui sont les plus beaux, bien évidemment, pour notre métier. Mais je commence à quand je peux, à prendre un peu du recul sur les services du soir. Donc, service du midi, je suis beaucoup plus présent. Le soir, si je peux, je laisse mon équipe gérer la salle. Ok. D'accord. Pochette ou bouton de manchette? Les deux. Nappe ou table en bois? Table en bois. Apéritif ou digestif? Apéritif. Caipi ou Negroni? Negroni. Accord mets 20 ou bouteille? À bouteille, toute la vie. Bouteille ou Magnum? Magnum, toute la vie. Pourquoi? Parce que il faut être deux à boire un Magnum, donc tu as le Magnum et moi, donc c'est parfait. Donc on peut être seul à boire une bouteille. Hein. Je le dis pour les auditeurs, ça n'a pas de problème. Hein. Exactement. Blanc ou rouge? Ah. Blanc. Ok. Découverte ou buveur d'étiquette? Tu aurais pu être les deux en moment de ta vie. Ouais. Buveur d'étiquette. Ok. France ou Italie? Les deux. Les deux. Tu Ben, es un peu les deux. Aujourd'hui, après 15 ans, je me sens quand même... Ma mère m'a dit que Ma mère m'appelle le Parigino di merda. On n'a pas besoin de traduire, ça qu'on a compris. Donc non, je me sens quand même... ça fait 15 ans que j'ai la chance de travailler à Paris et la France m'a donné beaucoup, donc je me sens quand même... bien sûr, je suis italien à 100%, mais j'adore le pays où je vis et le travail que je fais, donc les deux. Très bien. Poisson ou viande? Poisson, viande. Fromage ou dessert? Fromage. Thé ou café? Café. Cognac ou armagnac? Cognac. Pantouflard ou fêtard? Pantouflard. Hein. Et voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on a les soirées pour rester à la maison. Pantouflard. Non. Merci à toi, Gabriel. Ah, merci. Merci à vous. Il y a des réponses qui vont un peu... c'est vrai que gastro ou bistrot, t'as dit bistrot, t'es plutôt table en bois, on n'imagine pas. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que, et pareil, là, c'est le déclenchement de ça, c'est le Georges. Quand j'ai pris le Georges, en fait, j'avais les compétences de travailler avec l'art, hein, le savoir-faire hein, du 3 étoiles Michelin. Et quand je suis arrivé au Georges, c'était plutôt dans un contexte brasserie chic, parce que quand même, on faisait 120 couverts, 130 couverts. Et donc, aujourd'hui... pendant plusieurs années, j'ai metté à côté pour pouvoir
voir ce qui se passait dans les plus grands restaurants du monde, parce que c'était ma passion. Aujourd'hui, j'ai eu un peu la chance d'y être, d'y manger, etc. Et si j'ai un moment privilégié à choisir, une jolie brasserie avec une très belle carte de vin, avec un bon morceau d'onglet de bœuf, avec une belle bouteille, ça, Ah ouais. je ne demande pas plus. Ah bah oui. C'est ça qui est génial. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on ne te connaît pas, on voit l'élégance, à la fois l'italienne, ton bouffe. Voilà, il y a beaucoup de belles choses et on a envie de découvrir ce grand professionnel. Mais moi, ce que j'aime aussi, quand on te connaissant un petit peu, c'est ton côté simple et entier, quoi. Non, mais j'adore forcément. Je suis italien, c'est pas un cliché, mais moi j'adore les costumes, être bien habillé, avec bien précis et taillé. Mais quand je rentre, dès que je passe la porte de chez moi, 3 minutes après, je suis en pyjama. Hein. Oui, là, c'est bon. Alors, ça, c'est aussi une nouvelle question qu'on a dans le podcast. Quel est ton plaisir coupable? Alors, d'un point de vue gastronomique ou vin, on va dire, mais le truc où tu te dis, je rentre le soir, puis en fait, moi, je me fais des Kinder Bueno. Tu vois. Mais avant, là, pareil, on a franchi les 40, donc j'ai commencé depuis un moment à faire attention. Mais le plaisir coupable avant, c'était soit un gin tonic, soit une chartreuse sous le canapé. D'accord. Ah oui. Mais là, j'ai limite, j'ai le week-end, donc dimanche, lundi, où je mange, je bois un peu ce que je veux. Et normalement, je me concède une journée sur la semaine où je peux ne pas respecter le deal sans alcool. Mais en fait, on est tellement sollicité tous les jours. Et entre la clientèle, entre quelqu'un qui vient avec des grands vins, des nouveaux millésimes, et on se rend compte que quand même, on absorbe beaucoup d'alcool. Ah bah oui. Ouais. Et donc là, ça fait depuis septembre que je suis en baisse. Et petit à petit... Ouais, c'est important. Ouais. Mais le week-end, c'est sacré. Hein. Donc là, on est dans ton jour avec alcool, j'ai l'impression. Ouais, là, mais on va déguster. Un demi-verre, ça compte pas. Ah bah ça va alors. Alors Gabriele, voilà, l'objectif de cet exercice, qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est un vin que je mets en scène là. Donc tu nous apportes un petit peu ton approche avec des beaux verres, Riedel. Est-ce que c'est le vainqueur celui-là? Alors c'est le vainqueur. Ah, c'est le vainqueur. Donc voilà. ça, c'est la recommandation d'Aurélien. Exactement. Donc on en parlera après. Riedel Veloce. Exactement. Ah, il s'est manié très très bien. Hein. Il est très sympa. Ok. Alors, mais il faut. Ah bah attends, moi je sais pas comment on fait. Donc là pour l'instant, je suis en train de copier ce que vous faites. Donc d'abord on sent. Bon, déjà, il a une jolie robe. C'est une dorée, mais une dorée qui a de la matière. Donc ça me fait penser, soit on est un peu sur un vin qui commence à avoir un peu de la bouteille, donc qu'il a quelques années, soit il y a un peu d'élevage aussi, et donc la barrique qui a apporté cette côté un peu plus intense dans la coloration. Il me fait penser, il y a une presque pointe d'un vin qui peut être un peu nature, genre en tout cas très peu soufré, je trouve, sur l'olfactif. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pertinent. Alors moi je vous dirai après ce que je sens. C'est un peu différent, vous verrez. Après dégustation, je pense qu'il n'y a pas trop de bois. Parce que je ne trouve pas le touche suave et un peu gras qui peut apporter effectivement l'élevage. Mais c'est très frais. Je pense que il y a un petit échange pelliculaire, donc il y a un peu de contact avec la peau des raisins écrasés, elle reste un peu avec le mou, donc il y a là un peu de macération pelliculaire. En fait, et tout de suite, j'ai mis au nez et tout de suite, ça m'a fait penser à un côté un peu Jura. Tu parles de Jurassien sur l'aspect des légères oxydations maîtrisées. Exactement. Par contre, il y a aussi une note. Qui pourrait me faire penser sur un vin du Rhône, sur certains Châteauneuf-du-Pape. Donc, parce que quand même, il y a une perception d'alcool, je trouve, je ressens une sensation de chaleur. Oui. Et donc, ça peut me faire penser à cette région du Rhône Sud. Et olfactivement, il y a une petite pointe qui est très légère sur hydrocarbures et qui est un peu une pattern du Riesling, bien évidemment en Alsace, mais je trouve qu'aussi certains vins du Rhône, quand ils commencent quand même à avoir
3, 4, 5 ans, ça dépend, ils peuvent sortir ces petites notes-là. D'accord. C'est intéressant parce qu'effectivement, dans la description, alors l'objectivité de faire ça, c'est pas de forcément retrouver le vin, mais moi, ce qui me plaît, c'est effectivement la description du vin dans son entièreté. Et je pense que tu es quelqu'un de pertinent là-dessus parce que tu as décrit effectivement l'ossature, hein, j'aime bien dire ça, du vin. Gabriele, si je te dis qu'on n'est pas en France. Aïe, aïe, aïe. Bah, je vais pas te dire que c'est pas vrai parce que c'est toi qui as ramené le vin. Ok, mais oui. Bon, en tout cas, je vous écoute. Déjà, est-ce que moi je peux donner ou tout le monde s'en fout de mon Non, avis? mais justement, tout le monde a le droit de donner Moi, son tu vois, avis. c'est rigolo parce que t'as dit hydrocarbures. Moi, quand je l'ai mis comme ça au nez, je me suis dit, il sent la fumée. Ouais. Tu Ouais, vois, non, mais et oui, il sent un peu effectivement. ce truc-là. Et je me suis dit, tiens, ça sent la fumée. Alors au départ, je me suis dit, tiens, ça sent presque C'est vrai une sorte de charcuterie. Non, mais fumée, c'est vrai quoi. qu'il y a un côté, légèrement, une touche fumée, oui. Ah oui. Et bon, et j'avoue que ma connaissance à part sur les vins étrangers, j'ai goûté très peu, donc je suis pas trop calé là-dessus. Alors, Je suis quelqu'un de. On me dit que je suis un sommelier ennuyant là, parce que moi j'adore la Bourgogne. Je suis un grand fan de champagne, bien évidemment. Ah, ça oui. Euh, Je me Ro- rappelle d'un moment de Célos Rosé où tu étais extrêmement fan. Et effectivement. J'étais hier chez Guillaume, Ah ouais, juste hier. Ouais. incroyable. Merci, mon petit. Donc, Gabriele, je vais faire mon petit. Mon moment coup de cœur, parce qu'il faut aussi dire ce qu'on aime. Donc là, nous sommes en Espagne, en Catalogne, dans la région du Penedès, donc au sud de Barcelone. C'est des vins que j'aime beaucoup, des grands coups de cœur aujourd'hui, des émotions. Tu m'as parlé d'énergie, oui c'est ça, l'énergie d'un vin blanc qui est effectivement très peu soufré, donc on rentre presque dans une dimension d'un vin nature. Donc on est chez Pepe Raventos, donc 100% Xarel-lo, un cépage que j'admire, Ok. que j'adore. Pepe Raventos, c'est un peu comme tu disais de ton premier patron, c'est quelqu'un qui a su dynamiser cette région avec des vins blancs extrêmement dynamiques. Il a fait son parcours en France où il a appris effectivement les grandes leçons des grands vignerons français. Et quand il est revenu chez lui, il a dynamisé le Penedès, donc cette région, avec des grands vins blancs d'Espagne. Voilà. Et donc, avec ce grand vin, qu'est-ce qu'on mange, Gabriele ? Écoutez, on reste quand même sur une thématique un peu poisson, mais on la twist un peu. Donc on a choisi sur notre restaurant le Matsuisa, la céréale de Nobu-san, avec du piment jalapeno, une sauce yuzu soja et de la coriandre. Donc la coriandre, en fait, il y a des instructions pour le manger. Hein. Aujourd'hui, Oula. il faut savoir, oui, on C'est vous vrai. donne tout, hein. mode d'emploi. Il faut manger et le morceau de céréale avec le piment. Puis vous allez voir, en fait, le piment a été mis à la place du wasabi à l'époque. d'accord. C'était pas facile de trouver du wasabi quand Messinobu a commencé et il a remplacé avec le jalapeno. Donc il est très piquant. Et donc tout de suite après, pour vous rafraîchir les palais, vous vous faites plaisir avec cette feuille de coriandre. Incroyable. Donc on va Ouais. goûter. On va goûter. Voir si ça fonctionne. Si Voir si fonctionne, Gabriele, tu pourras le mettre à la carte. on va lui envoyer un mail si ça fonctionne pas. Exact. Donc Alors, c'est une on le bouteille plie, qu'on moi je peut- galère terriblement à manger. C'est une bouteille qu'on peut acheter. Donc cette bouteille, on peut être acheté chez des cavistes de renom. On Je prends peut tout le l'acheter chez Tempero, un caviste dans le 13e qui fait Excellent caviste. Hein. une super sélection. Voilà. Donc Gabriele, on a parlé de ton plaisir, je dirais gustatif coupable, mais en plat ou en petite faim. Qu'est-ce que tu aimes manger comme ça Moi je suis un fou de charcuterie. D'accord. Et là, je le dis, même si les Français après ils vont dire ah, c'est pas vrai, mais la plus grande charcuterie, ça reste quand même en Italie. C'est pas vrai. Parce que Non, sur quoi non. même là, alors, je suis fou de charcuterie. Je viens de Toscane, donc bon, je suis assez bien placé pour ça. J'adore, je suis grandi dedans. Et souvent en France, même, on dit que la meilleure charcuterie est corse. En France, à part, il y a des grands jambons de Bayonne, le cochon noir, et ça, effectivement. Mais c'est vraiment des petits produits. Je parle sur la globalité. Oui, c'est très localisé chez nous. La globalité des charcuteries qu'on mange, je trouve que vraiment, parce que souvent on a des discussions avec mes copains français, ils disent non mais
Et c'est pas vrai. Est-ce qu'il Moi- reste, moi- moi- C'est pas est-ce qu'il reste tes copains après cette discussion, Parce que Gabriel? moi j'ai les deux, j'ai goûté les deux. Ouais, Ça ouais, fait 15 ans ouais. que j'ai goûté en France et je n'ai passé quand même 25 ans en Italie. Hum. Et la qualité, en fait, je trouve qu'il y a toujours un manque de l'équilibre sur l'assaisonnement. Donc, il est toujours souvent trop salé et trop poivré. Et moi, quand je Ah. mange ça, je passe des soirées après, je m'endors et je commence à boire Ouais, non-stop. bien sûr, c'est vrai. Et pareil, en Corse, là, il y a 3 ans, je suis parti à Porto Vecchio et je n'ai mangé plein à droite à gauche, moyenne. Et après, j'ai quelqu'un qui, effectivement, c'était un spécialiste de la charcuterie, qui m'a fait goûter un jambon qui était exceptionnel. Mais pendant le séjour, 5 jours, j'ai goûté parce que j'adore, j'ai toujours mangé ça. La seule qui était vraiment au-dessus du lot, Hum. et il a fallu quand même la chercher. Ouais, d'accord. Alors que si tu vas en Italie, et c'est pas, je n'ai pas intérêt à vendre, c'est pas une question de vendre mon pays, mais tu vas en Emilia-Romagna, tu vas en Toscane, tu vas à n'importe quelle région, ben, la charcuterie la plus accessible, ben, quand même, Et de très bonne qualité. oui, je suis là. Ah, bah, ok. J'ai toujours dit que bon, si on parle les plus grands vins du monde, la France est toujours et Mhm. ça reste, malgré le fait qu'il y a énormément de progrès et il y a plusieurs grands vignerons italiens sous le rouge qui pour moi aujourd'hui ils sont avec les plus grands français, alors qu'il y a 15 ans je suis arrivé, je disais toujours quand tu goûtes les plus grands vins français du monde, en Italie nous n'en sommes pas là malheureusement, mais sur la charcuterie voilà c'est ma bataille. C'est ton combat. C'est mon combat. Parce que je suis fou de la charcuterie. En fait, voilà, l'apéritif saucisson avec un joli coup Ah bah oui. de ce que tu veux. Bien sûr. Moi, j'ai un problème avec ça, c'est dire que est-ce que Gabriel, tu manges du pain avec la charcuterie? Ah ben pas. Alors, le pain, en Italie, déjà tu payes le pain. Chaque morceau de pain, tu le payes en Italie. Attendez, payes ça devient même un tes combat couverts. France-Italie, en Eh, fait. non, non, mais- mais on a la dette d'Italie, c'est presque plus que celle française. Donc laissez-nous un peu d'argent. Payez-nous un peu. Ouais, c'est un- Non, le pain c'est là-bas. Surtout qu'en Toscane, on est très connu pour avoir le pain sans sel. Ah, Et quand j'ai eu mon beau-père qui est venu Mm. cette année à Cassis, à la mer, avec mes parents, ils étaient venus aussi, ils avaient ramené du pain de chez nous. La première fois qu'il a goûté le pain, j'ai dit c'est Aïe, c'est aïe, quoi aïe. cette connerie oh Ah ben, Ouais. parce que en fait, la Toscane c'est tellement riche en charcuterie qu'on fait exprès de ne pas mettre ben du oui, sel. pour pas qu'il y ait trop de sel. Traditionnellement, on met pas de sel. Et donc le pain, il Ouais. est pas. Mais moi, j'ai l'habitude, j'adore. Mais oui. Ouais. Mais mon père, il mange du pain avec des tablettes de chocolat. Donc. Ah ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est bon ça. Ah bah, c'est. Est-ce que la- on fera le test. Est-ce que ça fonctionne du coup Allez, entre les deux. Donc Ouais. non, ça avec coriandre et jalapeno, ça marche très bien. Et en tout cas, moi j'ai un motto aussi que j'aime bien toujours dire, et c'est pour rigoler, mais je le dis parce Mhm. que c'est vrai. Le meilleur accord, ce sera toujours celui qui vous fera le plus plaisir. Ah ouais. Parce que ouais, je répète que qui sommes-nous, les sommeliers, entre guillemets, à dire à nos clients qui viennent payer et passer un moment d'exception, pourquoi ne devrait pas boire ce vin qui va avec un tel plat plutôt qu'un autre? Bien sûr. Donc, Mm. et moi, désormais, je l'ai dit une fois pour rire, hein, et tous mes gars, Le reprennent. et ils me le font avec l'accent. Non, non, ils me charrient, mais ils me Ah, le ils font te avec charrient. l'accent italien. D'accord. Eh oui. Ouais, ce que j'aime à dire aussi, c'est que le plus bel accord, c'est celui du cœur. Donc ça Exactement. rejoint à ce que tu disais tout à l'heure. Oh, c'est beau. Aurélien, c'est un grand romantique. Hein. Ah très oui, beau. c'est un poète. C'est le vainqueur. Et oui, et d'ailleurs, c'est vrai que est-ce que tu as eu, toi, et après on va en terminer, est-ce que toi, tu as eu des trucs où, typiquement, peut-être ta clientèle internationale, des Américains qui vont te dire bah, je vais prendre un verre de vin rouge, tu leur sers un super vin rouge, et ils disent je vais prendre des glaçons avec. Est-ce que tu as déjà eu des demandes comme ça un peu farfelues Oui, tu t'es dit forcément. là Non, mais oui, forcément. Mais après, tu apprends à faire la part des choses. Donc, oui, il y en a eu avec des coca à table. Mais bon, désormais, c'est des clichés. On le sait, ils Ouais. le font. Et pareil, je dis, qui sommes-nous pour C'est ça. juger? Ouais, tu les juges pas. Qui suis-je pour juger? Ouais. Donc, non, non, moi, je suis là pour les servir, hein, étant donné qu'ils payent. Mm. Ils ne demandent pas mon avis. Donc, c'est pas quelque chose que. Mais oui, forcément, on en voit plein de situations Ouais, incongru. incongrues. Oui, Et exactement. la pire que tu as vue ou la meilleure, enfin, je sais pas dans quel registre tu veux qu'on aille. Où tu dis là vraiment. Non, mais non, pas dans ces quoi, je sais pas, mais des belles choses. J'ai eu des gros clients. Enfin, là, sur cet aspect-là, des choses incongrues. Ouais. J'ai eu plutôt des gros clients qui on avait lié des très beaux rapports et qui il s'est baladé, par exemple. Il était à l'avenue avec un copain et à un moment, c'était un grand consommateur de salon.
Et à côté de sa table, Salon, c'est un champagne. c'est un des plus rares Ah oui, champagnes. parce que Donc, moi je pensais que c'est un centre de massage, je me fais ouais, on part dans un truc. à là. côté de lui, il y avait une table de deux, il commence à parler et le mec à côté dit ah mais moi je vois que du salon, mais à Paris c'est impossible. Il se faisait un peu le mec qui connaissait. On n'en trouve pas, c'est impossible. Et le monsieur en question, il dit comment c'est impossible? Moi je vais avoir un Magnum en 5 minutes, j'ai un Magnum ici. Il dit ouais toi l'américain, qu'est-ce que tu racontes? Et donc il m'envoie un message, j'étais en service, Gabi s'il te plaît, tu peux me ramener un Magnum, je suis à l'avenue s'il te plaît. Et je me souviens à l'époque, j'étais encore avec au 5, donc j'avais la petite queue de pie, chemise blanche, gilet et nœud pape. Et je me souviens c'était l'été parce que je crois que c'était fin juin, c'était le Roland Garros. Et je descends à pied toutes les venues du Georges Avec V. le Magnum. Avec le S de Magnum. salon. Et j'arrive et je le vois en terrasse et donc je fais messieurs tel voici votre Magnum. Je ne cherche rien à comprendre et je répare. Wow. Et après il m'a raconté le mec Ah bah oui, oui. et une autre fois toujours ce mes clients là il était toujours à l'avenue et il boit un rhum d'exception et la bouteille est finie et donc il dit à la fille, la serveuse qui continue à le servir, je dis mais je veux une autre bouteille. Il fait non mais c'est impossible ça, il y en a plus, ça n'existe plus à Paris, il n'y a plus rien, c'est impossible d'en avoir. Et lui il dit si j'en trouve une bouteille, tu vas coucher avec moi ce soir? Il fait vas-y parce qu'en tout cas c'est impossible. Donc il m'appelle et il me dit Gabi il faut absolument qu'il me trouve cette bouteille là. Et donc ça c'était 2018 je pense, j'étais au Georges déjà. Et je commence à appeler tous les copains droite à gauche etc pour retrouver cette version de Samaroli. Je me souviens pas exactement mais c'était un Samaroli, c'était un sélectionnateur. J'appelle Shangri-La, ils me disent oui on en a une, c'est la dernière. Je dis tu bouges pas, tu la vends à personne, j'arrive en taxi. Donc, en tout cas, c'était aussi un client hôtel. Donc, moi, je faisais ça pour un client hôtel. Oui, bien sûr. D'accord. C'est pas n'importe quel client dehors. J'avais pas d'argent sur moi, forcément. Donc, j'ai pris l'argent dans la caisse et j'ai prévenu le client. Il faut que tu me rends après l'argent parce que sinon, je vais me faire virer. Et donc, j'arrive en taxi Shangri-La, tac, tac, tac. Je prends la bouteille et j'arrive, pareil. Je reste dans le taxi, j'ouvre la fenêtre parce que je le vois. J'ouvre le petit fenêtre et je dis mais c'est elle, votre bouteille. Wow. Ah, incroyable. En plus la mise en scène. Et ça, donc, tu fais un film avec ça. là, c'est les plus beaux souvenirs, je pense, c'est ça. Et du coup il a couché avec la personne. Après, il m'a dit, il lui a mis la clé sur la table, la clé de sa chambre. Après, il m'a dit, j'ai pas voulu la mettre mal à l'aise. Ouais, oui, bien sûr. La clé de la chambre au Georges V. Ouais. Donc c'était une suite déjà. C'était pas. Ah, c'est une belle histoire ça. Ouais. D'accord. Ah, bravo. Merci Gabriel. Ouais, merci Merci beaucoup à vous, Gabriele. c'est un plaisir. Ah, c'était un grand plaisir et donc aussi un grand message d'espoir parce que si un patron vous paye mal, bah, faites-vous payer en bouteille. Voilà. Vous devrez peut-être un des plus Exactement. grands sommeliers. Donc, bravo Merci pour à ça. vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.